Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une question que j'ai intitulée comment les propositions contingentes sont-elles possibles? Vous avez sûrement déjà une idée assez précise des raisons pour lesquelles je l'ai formulée de cette façon. C'est qu'il est particulièrement important pour Leibniz, en particulier notamment lorsqu'il se trouve confronté à Spinoza et préoccupé par l'idée de s'en distinguer, de s'en éloigner le plus possible. Il est particulièrement important pour lui que la contingence est une réalité, c'est-à-dire qu'elle est une réalité objective et ne soit pas simplement le produit de l'imagination comme c'est le cas dans la façon dont Spinoza comprend et présente les choses. Donc il est particulièrement important que la contingence soit possible et réelle, mais en même temps, compte tenu de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous pouvez penser que la contingence, même dans le système de Leibniz, peut avoir des difficultés sérieuses à exister, notamment en raison du thème qu'il développe dans la correspondance avec Arnaud, c'est-à-dire le principe selon lequel tout ce qui est susceptible d'arriver à un individu est d'ores et déjà contenu dès le départ dans le concept de l'individu en question. Par conséquent, comment ce qui arrive à un individu peut-il rester en dépit de ça contingent, c'est-à-dire susceptible aussi bien d'arriver que de ne pas arriver. Donc, Leibniz se trouve confronté à cette difficulté. Je vous avais parlé la dernière fois assez longuement de la relation assez problématique dans laquelle il se trouve avec Spinoza, dont, encore une fois, il tient à se distinguer le plus possible. Et il y a en particulier deux problèmes qui se trouvent contraints d'essayer de résoudre dans cette confrontation. Le premier, c'est celui de la distinction, de la nature exacte de la distinction entre vérité nécessaire et vérité contingente. Il reproche à Spinoza d'avoir là-dessus d'avoir donné des définitions de la nécessité et de la contingence qui sont imprécises et fluctuantes. Par conséquent, il se trouve dans l'obligation d'essayer de donner lui-même des définitions nettement plus précises. Et puis, il y a le problème de la démonstration. C'est comme il est également convaincu que Spinoza a une notion et un usage de la démonstration qui ne sont pas suffisamment rigoureux. Il lui faut trouver le moyen de définir de façon précise une notion de démonstration qui soit irréprochable. Alors, il y a un problème que j'avais évoqué la dernière fois, que Leibniz ne résout pas et dont il ne semble pas non plus, du reste, être réellement conscient, c'est que la façon dont il présente sa distinction laisse entière la question de savoir si une spécification purement syntaxique de la classe des propositions démontrables, du genre de celles qu'il propose, est suffisante pour pouvoir constituer en même temps une spécification de la classe des propositions vraies concernées, en l'occurrence les propositions logiquement vraies, ou encore les propositions nécessaires. Donc Leibniz a en réalité deux notions différentes de ce qu'est exactement une proposition nécessaire ou une vérité nécessaire, une notion que nous qualifierions dans notre langage à nous de syntaxique, et une autre que nous appellerions sémantique. Et il ne résout pas et ne perçoit, semble-t-il, même pas réellement le problème consistant dans l'obligation d'établir la coextensivité de ces deux notions, de ces deux concepts, de ce qu'est une vérité nécessaire ou une vérité logiquement vraie. Alors c'est une chose qu'il faut le remarquer qu'on pourrait difficilement lui reprocher, puisqu'il a fallu attendre encore étonnamment longtemps pour que ce genre de questions soit posé explicitement et résolu. Pour ce qui concerne les propositions logiquement valides du calcul des prédicats du premier ordre, le problème de la complétude a été résolu seulement en 1930 par Gödel, et ce qui est remarquable est qu'il ne l'a été que très peu de temps après avoir commencé à être réellement posé, puisqu'on considère généralement qu'il a été formulé pour la première fois explicitement par Hilbert et Ackermann en 1928 dans les Grundzüge der theoretischen Logik. Il n'est donc pas étonnant que Leibniz ne se soit pas rendu compte qu'il avait à résoudre un problème de ce genre, je veux dire un problème de complétude, c'est-à-dire démontrer que la classe des propositions démontrables, au sens
où il la définit, que cette classe coïncide avec, représente bien ce qu'elle est censée représenter, c'est-à-dire qu'elle coïncide avec la classe des vérités nécessaires ou encore avec la classe des vérités qui peuvent être considérées comme logiquement vraies. Une des difficultés les plus sérieuses que soulève sa conception, et il est lui-même conscient de son existence, est la suivante. Comment une proposition peut-elle ne pas être nécessaire si, comme c'est le cas, selon la conception leibnizienne de la vérité, de toute proposition vraie, comment peut-elle ne pas être nécessaire si son prédicat est contenu dans son sujet, étant donné que si, à partir du moment où elle est vraie, son prédicat est contenu dans son sujet. Donc comment peut-elle être vraie et cependant pas nécessaire? Autrement dit, comment une proposition A et B pourrait-elle jamais être fausse si le concept B est inclus dans le concept A et si par conséquent, semble-t-il, le fait d'être B fait partie du fait d'être A. Dire qu'une proposition A et B est contingente revient, semble-t-il, à dire que, enfin c'est de cette façon qu'on a compris les choses traditionnellement, revient à affirmer que cette proposition pourrait être fausse, elle n'est pas nécessairement vraie, elle pourrait être fausse, mais comment pourrait-elle être fausse si, étant entendu qu'elle est vraie, le concept B est contenu dans le concept A, et par conséquent, le fait d'être B fait partie, semble-t-il, du fait d'être A. Vous voyez par exemple ce que dit Mates, vous avez le passage sous les yeux. Dans plusieurs passages, Leibniz dit que ce problème l'a préoccupé pendant longtemps. Il l'a effectivement préoccupé, donc ce problème l'a préoccupé pendant longtemps, jusqu'à ce que, pour finir, il voit que la solution consistait à définir une vérité nécessaire comme une vérité qui peut être réduite à une identité ou dont l'opposé peut être réduite à une contradiction en un nombre fini d'étapes, alors qu'une proposition contingente doit être une proposition dans laquelle, bien que le concept du prédicat soit contenu dans le concept du sujet, la réduction va à l'infini. Et à la suite de ça, Mates exprime son scepticisme sur le caractère, en ce qui concerne le caractère réellement satisfaisant ou même simplement acceptable de cette solution. Je dois avouer, dit-il, que je ne peux trouver aucune plausibilité d'aucune sorte dans cette solution, entre guillemets. Donc dans cette façon d'élaborer, de réélaborer la distinction entre vérité nécessaire et vérité contingente. Donc Mates ne trouve aucune espèce de plausibilité dans ce genre de réponse. Il est difficile, dit-il, de voir ce que la longueur de la réduction d'une proposition pourrait avoir à voir avec la question de savoir si la proposition est fausse d'un monde possible. Une vérité contingente, donc c'est une vérité qui est telle qu'on peut dire qu'il y a au moins un monde possible dans lequel elle est fausse. Alors pour ce qui concerne, en revanche, le deuxième point que j'ai évoqué, c'est-à-dire la question de ce qu'il faut entendre exactement par une démonstration. Donc pour ce qui concerne la question de la caractérisation exacte de la notion de démonstration, la situation est, semble-t-il, bien différente, puisque Leibniz dispose, comme je l'ai dit, d'un concept de la démonstration qui est déjà à peu près le nôtre, ce qui n'était certainement pas le cas de Descartes et pas non plus de Spinoza. Vous voyez par exemple sur ce point ce que dit Hacking dans son livre intitulé L'émergence de la probabilité, dont j'aurai sans doute à vous reparler un peu plus tard. Donc dans ce livre, il présente les choses succinctement de la façon suivante. Depuis toujours, dit-il, la connaissance avait été démonstration à partir de principes premiers. Donc ça, c'était la notion traditionnelle, la notion philosophique traditionnelle de ce qu'est une connaissance authentique. Depuis toujours, la connaissance avait été démonstration à partir de principes premiers. Leibniz produisit la première analyse moderne, entre guillemets, de la preuve, c'est-à-dire de la démonstration, comprise comme relation formelle entre des phrases. Une démonstration d'une proposition P logiquement nécessaire sera une séquence finie de phrases s'achevant par P. Une preuve d'une proposition contingente Q sera une séquence infinie convergeant asymptotiquement vers Q. Comme nous avons eu l'occasion de le voir, le principe de raison suffisante énonce que dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, universelle ou particulière, affirmative ou négative, la vérité doit être fondée a parte rei, comme dit Leibniz, c'est-à-dire pour ce qui concerne la chose dont il est question, la vérité doit être fondée dans la connexion du sujet avec le prédicat, plus précisément dans le fait que le prédicat est contenu formellement, c'est-à-dire explicitement, ou virtuellement dans le sujet. Toute proposition vraie est donc une identité explicite
ou une identité implicite qui peut être ramenée à une identité explicite par une suite d'applications, une seule et unique opération qui consiste à remplacer un terme par sa valeur supposée. Cela ressort de façon encore plus évidente si l'on se rend compte que la prédication elle-même peut être définie à partir de l'identité. Donc vous avez la relation qui est inscrite sur l'écran. A et B est équivalent à A égale AB, et si vous mettez la prédication sous cette forme, c'est-à-dire si vous écrivez A et B, par exemple Socrate est mortel sous cette forme-là, il devient, semble-t-il, particulièrement évident, et Leibniz souligne ce point, que dans ce cas-là, le prédicat est une partie de A, puisque A est la même chose que AB, A est identique à AB, et on voit, semble-t-il, immédiatement, dans les cas de cette sorte, que le concept du prédicat est en quelque sorte une partie du concept du sujet. J'ai indiqué que réciproquement, on peut définir l'identité à partir de la prédication, c'est-à-dire que A et B est équivalent à A égale à B, et par ailleurs, A est identique à B est équivalent à A et B est A. C'est en tout cas de cette façon que Leibniz se présente les choses. Si la réduction, en quoi consiste la démonstration que l'on cherche, si cette réduction peut être obtenue par une suite finie de substitutions de l'espèce considérée, la proposition du Leibniz est nécessaire. Si elle ne peut l'être que par une suite infinie de substitutions, elle est contingente. Dans le cas de la proposition nécessaire, on a une suite de transformations qui aboutit en un nombre fini d'étapes à une égalité exacte. Dans le cas d'une proposition contingente, ce qu'on peut avoir dans le meilleur des cas est une suite infinie d'inégalités qui se rapprochent asymptotiquement de l'égalité exacte. On n'arrive jamais à l'identité complète, mais il est possible d'obtenir quelque chose d'équivalent si l'on réussit à montrer que l'inégalité qui persiste peut être rendue aussi peu différente qu'on veut de l'égalité parfaite. Et d'un point de vue de leibnizien, il ne faut pas oublier que l'égalité n'est rien d'autre que la plus petite de toutes les inégalités. Autrement dit, on démontre la vérité dans les situations de ce genre. On démontre la vérité non pas en la produisant effectivement, comme ce serait le cas si on disposait, si on pouvait arriver à une démonstration authentique. Donc, on démontre la vérité non pas en la produisant effectivement, mais en indiquant le moyen de rendre l'erreur aussi petite que n'importe quelle quantité donnée. On sait comment rendre l'erreur, c'est-à-dire l'écart par rapport à l'identité complète, on sait comment rendre cet écart aussi petit qu'on veut. Leibniz exprime la chose de la manière suivante. Si, en ayant déjà continué la résolution du prédicat et continué la résolution du sujet, on ne peut certes jamais démontrer la coïncidence, mais que de la résolution continuée et de la progression à laquelle elle donne naissance, ainsi que de sa règle, il ressort du moins qu'il n'apparaîtra jamais de contradiction, la proposition est possible. S'il apparaît, d'après la règle de progression dans la résolution, que la chose se réduit à ceci, que la différence entre les choses qui doivent coïncider est moindre que n'importe quelle différence donnée, il est démontré que la proposition est vraie, c'est le cas que j'ai évoqué à l'instant. Si au contraire il apparaît, d'après la progression, que rien de tel ne se produira jamais, il est démontré qu'elle est fausse dans les nécessaires, comprenez, dans les propositions nécessaires, sans temps. Alors là, j'ai utilisé le recueil de textes qui a été compilé par Jean-Baptiste Rosy, qui est paru aux presses universitaires de France sous le titre « Recherche générale sur l'analyse des notions et des vérités, 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysiques ». Donc j'ai utilisé, mais j'ai de temps en temps, la traduction que vous avez sous les yeux, de temps en temps un petit peu différente de celle de celle que vous trouvez dans ce recueil. Mais les différences sont vraiment n'ont aucune importance réelle. Alors, ayant dit ça, donc je dois remarquer qu'avec tout le respect qui est dû à un aussi grand esprit que Deleuze, on est obligé de constater que la façon dont il rend compte de la solution que propose Leibniz pour le problème de la distinction entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes, la façon dont il rend compte donc de cette solution est, dans le meilleur des cas, très approximative et, dans le pire, tout à fait fantaisiste. Vous voyez, par exemple, ce passage, j'avais déjà, je crois, cité le début du texte,
Ce qui nous intéresse donc est le deuxième paragraphe. Deleuze dit d'abord le concept n'est pas un simple être logique mais un être métaphysique et ce n'est pas une généralité ou une universalité mais un individu. Il ne se définit pas par un attribut mais par des prédicats événements. Est-ce vrai toutefois, c'est la question qu'il pose, est-ce vrai toutefois de toute inclusion? C'est là que nous rencontrons la distinction de deux grands types d'inclusion ou d'analyse. L'analyse étant l'opération qui découvre un prédicat dans une notion prise comme un sujet ou un sujet pour un événement pris comme prédicat. Leibniz semble dire que dans le cas des propositions nécessaires ou vérités d'essence, 2 et 2 sont 4, le prédicat est inclus dans la notion expressément, tandis que pour les existences contingentes, Adam pêche, César franchit le Rubicon, l'inclusion n'est qu'implicite ou virtuelle. Faut-il comprendre, comme Leibniz le suggère parfois, que l'analyse est finie dans un cas et dans l'autre indéfinie, mais outre que nous ne savons pas encore en quoi consiste exactement le concept ou le sujet dans chaque cas, nous risquons un double contresens si nous assimilons exprès à fini et implicite ou virtuel à indéfini. Il serait étonnant que l'analyse des essences soit finie puisque celles-ci sont inséparables de l'infinité de Dieu lui-même et l'analyse des existences, à son tour, est inséparable de l'infinité du monde qui n'est pas moins actuelle que tout autre infini. S'il y avait de l'indéfini dans le monde, Dieu n'y serait pas soumis et verrait donc la fin de l'analyse, ce qui n'est pas le cas. Leibniz, en fait, ne dit en aucun cas que ce qui caractérise les propositions nécessaires ou les propositions d'essence est le fait que dans leur cas, le prédicat est contenu explicitement dans le sujet alors qu'il ne l'est qu'implicitement dans le cas des propositions contingentes. Ce n'est pas du tout de cette façon qu'il distingue entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes. Les propositions nécessaires elles-mêmes comportent aussi bien des identités de l'espèce que Leibniz appelle formelles ou explicites, comme 2 égale 2, donc elles comportent aussi bien des identités de cette sorte, formelles ou explicites, que des identités de l'espèce virtuelles ou implicites, comme 2 plus 2 égale 4. Contrairement à ce que suggère Deleuze, la proposition 2 plus 2 égale 4 n'est sûrement pas une identité explicite. Sans quoi Leibniz ne prendrait évidemment pas la peine de souligner, comme il le fait, qu'elle peut et doit être démontrée. Et il ne prendrait pas la peine d'en donner effectivement une démonstration dans les nouveaux essais. Donc vous la trouvez, les nouveaux essais sur l'entendement humain, vous la trouvez dans le livre 4, chapitre 4, paragraphe 10, bon, je l'ai reproduite ici. Bon, je ne vais pas la commenter parce que ça, c'est pas d'une importance considérable, mais en tout cas, il est clair que pour Leibniz, les seules propositions qui n'ont pas besoin d'être démontrées sont les identités qu'il appelle formelles ou explicites, mais un bon nombre de vérités nécessaires ne sont pas du tout des identités de cette sorte et ont bel et bien besoin d'une démonstration, c'est-à-dire d'une réduction à des identités explicites, et c'est le cas en particulier de la proposition 2 plus 2 égale 4. Leibniz donc montre comment, sans utiliser autre chose que des axiomes, et les axiomes sont toujours pour lui des identités justement de l'espèce formelle ou explicite, sans utiliser autre chose que des axiomes et des définitions, on peut démontrer cette proposition-là, comme on peut démontrer du reste toutes les propositions nécessaires. Malheureusement, la démonstration n'est pas totalement correcte, pour une raison qui a été signalée par Frege. C'est Frege qui a fait remarquer que dans cette démonstration, Leibniz utilise, sans s'en apercevoir, semble-t-il, et en tout cas sans le mentionner, la loi de l'associativité de l'addition. Il utilise la loi de l'associativité de l'addition et évidemment, s'il s'en était rendu compte, il se serait également rendu compte de l'obligation dans laquelle il se trouvait de montrer qu'il est possible de réduire cette loi elle-même, la loi de l'associativité de l'addition, à une identité formelle ou explicite. Et je ne sais pas trop comment il aurait pu y réussir. Mais bon, ça c'est un aspect technique de la question. Pour le moment, donc, ce qui est important, c'est que, contrairement à ce que dit Deleuze, il n'y a aucune espèce de tendance chez Leibniz à identifier les propositions nécessaires ou les propositions d'essence avec des identités implicites, puisque, encore une fois, un bon nombre, une bonne partie des propositions nécessaires ou des propositions d'essence sont en fait des identités explicites. Il n'est pas nécessaire de rappeler, je l'espère, qu'une démonstration a justement, d'après Leibniz, pour fonction de transformer une identité implicite ou virtuelle en une identité explicite ou formelle.
D'autre part, le fait que l'analyse puisse être effectuée en un nombre fini d'étapes dans le cas des propositions nécessaires et seulement en un nombre infini d'étapes dans le cas des propositions contingentes, ce fait n'est sûrement pas une chose que Leibniz suggère parfois, comme semble le croire Deleuze, mais c'est la doctrine constante qu'il a défendue à partir du moment où il a estimé avoir résolu le problème de la distinction entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes. Il faut, semble-t-il, distinguer aussi bien dans le cas de l'analyse des termes que dans celui de l'analyse des propositions, donc aussi bien dans le cas de l'analyse des termes non propositionnels que dans celui de l'analyse des propositions, il faut distinguer non pas deux, mais plutôt trois possibilités pour Leibniz. Première possibilité, la possibilité pour les termes et la vérité pour les propositions se manifestent de façon explicite et irrécusable au terme d'une analyse finie, c'est-à-dire au prix d'une analyse finie, on réussit à montrer que les termes, que la possibilité appartient à un terme, donc s'il s'agit d'un terme non propositionnel, donc on réussit à montrer que ce terme est possible, ou à montrer s'il s'agit d'un terme propositionnel, d'une proposition, qu'il est vrai. Donc on réussit, on y parvient grâce à une analyse finie. C'est la première possibilité, et bien entendu la plus favorable. Deuxième possibilité, deuxième situation, la résolution va à l'infini, mais d'une manière telle que nous pouvons tirer des conclusions déterminées de la règle selon laquelle elle progresse et démontrer des vérités importantes à propos de ce qu'elle produirait ou ne produirait pas si on la continuait indéfiniment. C'est une chose que Leibniz dit très clairement dans un passage que je vous ai cité il y a un instant. Donc, on ne peut pas, dans les cas de cette sorte, on ne peut pas atteindre la limite vers laquelle converge une suite infinie de décomposition, donc l'analyse se révèle véritablement sans fin. On ne peut pas atteindre la limite vers laquelle elle converge, mais on peut éventuellement démontrer qu'elle converge vers cette limite. On ne peut pas aller jusqu'au bout de l'analyse, mais on peut avoir une idée suffisamment précise de la façon dont elle progresse et du fait qu'elle converge vers une limite déterminée. Troisième situation, et celle-là est la moins satisfaisante et la moins confortable, c'est la situation dans laquelle la résolution va à l'infini, mais nous n'avons dans l'hypothèse la plus optimiste que les tout premiers éléments de la suite concernée et aucune idée de la loi d'engendrement à laquelle obéit la suite en question. Donc de la loi d'engendrement à laquelle elle obéit, ici il y en a une, bien sûr, ce qui fait que nous ne pouvons rien démontrer à propos de ce que contiendra ou ne contiendra pas son développement ultérieur. Leibniz précise que si nous disons que la continuation de la résolution est possible à l'infini, alors du moins on peut observer si le progrès dans la résolution peut être ramené à une règle, auquel cas, même dans les termes complexes, alors ce que Leibniz appelle les termes complexes, ce sont les propositions. Les termes complexes, ce sont les termes propositionnels, c'est-à-dire les propositions, et les termes incomplexes sont les termes non propositionnels, ce sont les constituants non propositionnels des propositions, c'est-à-dire les termes qui fonctionnent comme sujet et comme prédicat dans les propositions. Donc, si nous disons que la continuation de la résolution est possible à l'infini, alors du moins on peut observer si le progrès dans la résolution peut être ramené à une règle, auquel cas, même dans les termes complexes dans lesquels entrent des termes incomplexes résolubles à l'infini, on arrivera par la démonstration à une telle règle de progression. Ce n'est pas faire injure à Leibniz que de remarquer que dans l'analyse des propositions contingentes, on n'a généralement même pas une idée quelconque de ce à quoi pourrait ressembler un segment initial de la suite qui converge, sans jamais l'atteindre, vers une identité explicite si la proposition est effectivement vraie et que Leibniz ne nous aide pas beaucoup sur ce point. Il est certain que si on se mettait en devoir de démontrer une proposition comme César a passé le Rubicon, ou avant que l'événement ait lieu, si quelqu'un s'était mis en tête d'essayer de démontrer qu'il aurait lieu, c'est-à-dire que César passerait le Rubicon, en se mettant en devoir d'analyser le concept de César et le concept du prédicat concerné, c'est-à-dire passer le Rubicon, avec l'espoir de réussir à déterminer si le concept du prédicat est ou non contenu dans le concept du sujet. La vérité, c'est qu'on n'aurait tout simplement pas su, c'est que quelqu'un qui aurait rêvé de faire ce genre de choses n'aurait tout simplement pas su, même pas su véritablement comment commencer. Alors Metz, évidemment, lui, est assez sévère
à l'égard de Leibniz sur ce point et dit cela nous serait d'un grand secours dans notre essai de comprendre la doctrine de Leibniz sur ce sujet si nous avions, ne serait-ce qu'un exemple réel, de la portion initiale de l'analyse d'une proposition contingente. Nous avons des exemples qui valent ce qu'ils valent pour le cas de la nécessité. Pour les vérités contingentes, cependant, nous n'avons pas d'exemple de cette sorte à notre disposition. Et effectivement, Leibniz n'en donne pas, mais il y a une raison à cela, qui est que pour la connaissance des propositions des vérités de fait, c'est-à-dire les vérités qui s'opposent aux vérités de raison, les vérités nécessaires sont appelées par Leibniz vérités de raison, ces vérités-là s'opposent aux vérités de fait. Les vérités de fait sont des vérités que nous ne pouvons connaître que sur la base de l'expérience. Il n'y a aucun espoir de réussir à les connaître essentiellement et encore moins complètement par l'analyse des concepts. Ce qui fait qu'il n'y a rien de véritablement surprenant dans le fait qu'on a énormément de mal à donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler la vérification d'une proposition contingente qui serait appuyée essentiellement sur l'analyse des concepts. Encore une fois, on ne sait même pas exactement à quoi pourrait ressembler une portion initiale de l'analyse, c'est-à-dire de la démonstration requise pour cela. Compte tenu de ce que je viens d'essayer de dire, il semblerait que la distinction cruciale pour Leibniz soit moins celle qui existe entre le cas où la résolution est finie et celui où elle va au contraire à l'infini, que celle qui existe entre les cas 1 et 2, d'une part, et le cas 3, d'autre part. Le cas 1, donc, c'est le cas où l'analyse est finie. Le cas 2, c'est celui où l'analyse est infinie, mais procède selon une règle que nous sommes en mesure de reconnaître. C'est-à-dire que nous disposons de la capacité d'anticiper la façon dont la suite continuerait, si nous la continuions indéfiniment. Et puis il y a le cas 3, qui est celui d'une suite dans laquelle nous sommes incapables de reconnaître la présence d'une règle quelconque. Et c'est, semble-t-il, évidemment, cette distinction qui doit être faite entre les cas 1 et 2, d'une part, et les cas 3, qui est la distinction réellement importante. À ce propos, Leibniz fait remarquer lui-même que dans la théorie des proportions irrationnelles, ne perdez pas de vue qu'il compare les propositions nécessaires à des proportions rationnelles, les propositions contingentes à des proportions irrationnelles. Or, remarque-t-il, dans la théorie des proportions irrationnelles, nous obtenons bel et bien des démonstrations en bonne et due forme. Et ces démonstrations sont tout aussi finies que celles de l'arithmétique ordinaire. Pour Leibniz, ça fait partie, comme ça a été continué à être le cas par la suite. Le fait d'être fini est une caractéristique intrinsèque de la notion de démonstration. Il est de l'essence de toute démonstration authentique de pouvoir être effectuée en un nombre fini d'étapes. Or, dans la théorie des proportions irrationnelles, nous sommes bel et bien en mesure de produire des démonstrations, et encore une fois, ça veut dire des démonstrations qui sont tout aussi finies que celles de l'arithmétique ordinaire. Vous voyez ce que dit Leibniz, une proposition contingente vraie ne peut être réduite à des identiques, donc on ne peut pas la réduire à une identité explicite, ce qui serait possible si on pouvait en donner une démonstration en bonne et due forme. Une proposition contingente vraie ne peut être réduite à des identiques. Elle est cependant démontrée en montrant qu'en continuant toujours plus loin la résolution, on se rapproche certes perpétuellement de propositions identiques, mais sans arriver jamais à elles. C'est pourquoi il n'appartient qu'à Dieu, qui embrasse tout l'infini par son esprit, de connaître la certitude de toutes les vérités contingentes. Et ce que Leibniz veut dire ici, c'est qu'on peut reconnaître, attribuer à Dieu la capacité de démontrer, entre guillemets, les propositions contingentes, si on est prêt à appeler démonstration, donc une procédure qui a un caractère infini. Si on accepte d'utiliser le concept de démonstration dans ce sens-là, on pourra dire que même les propositions contingentes sont démontrables, en tout cas pour Dieu, pas pour nous, mais pour Dieu. L'avantage que Dieu a sur nous, Leibniz le décrit dans le deuxième passage que vous avez sous les yeux. En Dieu est requise uniquement, dit-il, la résolution des concepts propres, sans aucun recours à des expériences, qui se fait tout en même temps chez lui, d'où il résulte que celui-là connaît même les vérités contingentes, dont la démonstration parfaite transcende tout intellect fini. Donc encore une fois, si on est prêt à parler de démonstration, même dans les cas où la démonstration a un caractère infini, alors on pourra attribuer à Dieu la capacité de démontrer même les vérités contingentes,
Et ça correspond au fait que chez lui, que Dieu est en mesure de reconnaître la vérité même de ces propositions-là, les propositions contingentes, sans avoir à recourir à autre chose que l'analyse des concepts. Ça, c'est le point crucial. Nous, quand nous sommes en mesure de reconnaître leur vérité, nous ne pouvons le faire que d'une façon qui fait intervenir de façon essentielle la perception et l'expérience. Dieu est dispensé complètement de ce genre de recours. Il n'a pas à utiliser autre chose que les ressources de l'analyse conceptuelle pour établir la vérité ou la fausseté des propositions en question. Alors, j'ai reproduit ici un des passages réellement intéressants. C'est la dernière phrase du texte. J'avoue que, ayant travaillé longtemps sur Leibniz, je me suis demandé fréquemment comment Leibniz comprenait la façon dont Dieu fait des mathématiques, enfin dont il fait de la logique et des mathématiques, et plus généralement la façon dont il raisonne. Qu'est-ce que ça veut dire que de raisonner pour un esprit qui aperçoit immédiatement toutes les conséquences de tout ce qu'il peut affirmer, de tout ce qui, c'est un des avantages dont Dieu dispose, c'est que dès qu'il pense à une proposition, il est censé être en mesure de reconnaître d'un seul coup toutes les conséquences qui résultent de la proposition en question. Nous, si nous sommes obligés de calculer, de démontrer, c'est précisément parce que nous ne disposons pas de cette capacité. Alors il y a dans la Théodicée donc un élément de réponse à cette question qui est assez intéressant. Leibniz dit « Il est vrai que Dieu ne raisonne pas à proprement parler en employant du temps, comme nous. Il raisonne, mais il n'a pas besoin pour se faire de temps. Il est vrai que Dieu ne raisonne pas à proprement parler en employant du temps comme nous pour passer d'une vérité à l'autre, mais comme il comprend tout à la fois toutes les vérités et toutes leurs liaisons, donc il perçoit immédiatement toutes les relations de conséquences logiques, comme il comprend tout à la fois toutes les vérités et toutes leurs liaisons, il connaît toutes les conséquences et il renferme éminemment en lui tous les raisonnements que nous pouvons faire. Donc il a d'une certaine façon déjà fait tous les raisonnements que nous pouvons faire, et c'est pour cela même que sa sagesse est parfaite. Bon, je ne sais pas si ça vous éclaire beaucoup sur ce qu'il faut entendre par raisonner, argumenter, etc., dans le cas d'un être tout-puissant et omniscient comme Dieu. Enfin bon, je soumets à votre méditation cette tentative d'explication que donne Leibniz du sens que l'on peut donner à l'idée que Dieu, lui aussi, raisonne, mais sans avoir besoin de temps pour se faire. Donc c'est un raisonnement qui n'a pas lieu dans le temps, qui mérite peut-être néanmoins d'être appelé un raisonnement, mais qui ne prend pas de temps, qui n'a pas lieu dans le temps. Alors il y a une chose sur laquelle il ne faut surtout pas se commettre d'erreur, c'est qu'il ne faudrait pas s'imaginer que la démonstration d'une proposition contingente ressemble à l'effectuation d'une série infinie d'opérations, même pour Dieu. Vous voyez là-dessus ce que dit Hidei Ishiguro, que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer à plusieurs reprises. Voici ce qu'elle dit. Donc nous devons comprendre que ce qui suscitait la perplexité de Leibniz n'était pas tant le danger qu'une proposition contingente ait la mauvaise modalité, c'est-à-dire soit perçue, apparaisse comme une vérité nécessaire, mais c'était plutôt la question de savoir comment il pourrait y avoir simplement une démonstration de la vérité, une façon de partir de la proposition et de parvenir à une identité sans passer par un nombre infini d'étapes. Mais il a vu que quelque chose de semblable pouvait être fait dans le calcul différentiel. L'analogie jette une lumière sur les problèmes parce que nous pouvons obtenir une dérivée d'une fonction sans passer par un nombre infini d'étapes dans l'analyse, ce qui est impossible même pour Dieu. Donc de quelle façon pouvons-nous obtenir une dérivée d'une fonction? Nous pouvons l'obtenir en comprenant la règle soulignée qui produit le résultat d'une analyse infinie, c'est-à-dire les règles de la différenciation. Nous pouvons connaître exactement la limite d'une série infinie, même si, aussi loin que nous poussions l'énumération des termes de la série, nous ne parvenons jamais à la limite. Et cela sans avoir besoin d'effectuer une infinité d'opérations. Nous avons également une méthode qui permet de décider, pour un nombre quelconque, s'il est ou non un élément de la série. Il en va de même avec les concepts individuels. Dieu a une méthode a priori qui lui permet de démontrer que le prédicat est contenu dans le concept individuel, parce que c'est comme le résultat d'un calcul a priori, concernant par exemple le nombre d'essences actualisées dans un monde. Donc c'est le résultat d'un calcul a priori qui était impliqué dans son choix du monde le meilleur. Donc c'est comme le résultat de ce calcul que le concept individuel a été simplement exemplifié par lui dans la réalité. À la différence de Dieu, nous ne connaissons pas et ne pouvons pas connaître les contenus d'un concept individuel complet,
Donc c'est une chose qui ne nous est pas donnée. Nous ne connaissons pas les contenus d'un concept individuel complet, c'est-à-dire le concept qui inclut tous les prédicats vrais d'un individu, puisqu'il y a une infinité de prédicats de cette sorte, et que les connaître implique connaître tout dans l'univers. Mais nous savons ce que c'est que d'être un concept d'un individu, donc nous savons ce que c'est que d'être un concept individuel, un concept qui a la capacité d'individuer de façon précise un individu déterminé. Donc nous savons ce que c'est que d'être un concept d'un individu et d'être la règle qui donne les contenus de celui-ci. Nous ignorons la règle n'est pas à notre portée, mais nous savons ce que cela veut dire que de connaître un concept d'individu et connaître la règle qui donne ses contenus. Autrement dit, bien que nous puissions décider pour notre part, nous ne puissions décider pour notre part que par une méthode empirique, ce que Dieu est en mesure de décider par une méthode a priori et démonstrative, nous avons néanmoins, dit Leibniz, grâce à l'exemple des calculs différentiels, une idée claire et précise de ce à quoi peut ressembler une méthode de cette sorte et de la manière dont elle peut être appliquée au cas d'un concept d'individu complet dont on cherche à déterminer si un prédicat donné y est ou non inclus. Donc, nous pourrons avoir une certaine compréhension de ce que Dieu est capable de faire, mais c'est une situation donc, que nous pouvons comprendre d'après l'exemple du calcul différentiel. Donc, c'est une situation que nous pouvons comprendre, même si nous sommes immédiatement, en même temps, immédiatement conscients du fait que ce genre de choses se situe définitivement en dehors de notre portée. Il faut comprendre de la même façon l'analogie que Leibniz établit entre la distinction des propositions nécessaires et des propositions contingentes, d'une part, et des propositions rationnelles et des propositions sourdes, autrement dit irrationnelles, d'autre part. Il a déjà eu l'occasion d'indiquer à différentes reprises, donc il a reçu l'illumination à un moment donné de l'analogie qu'il lui a semblé possible d'établir entre les propositions nécessaires et les proportions rationnelles, d'une part, et d'autre part, entre les propositions contingentes et les proportions irrationnelles. La valeur exacte d'une quantité irrationnelle peut être approchée d'aussi près qu'on veut sans jamais pouvoir être atteinte par une suite convergente de nombres rationnels dont on peut démontrer, et démontrer encore une fois veut dire bien entendu démontrer en un nombre fini d'étapes ou en effectuant un nombre fini d'opérations, donc une suite convergente de nombres rationnels dont on peut démontrer qu'elle a cette propriété. De la même façon que dans le cas des quantités incommensurables, il y a un rapport vrai entre les nombres concernés, un rapport qui toutefois ne peut être atteint en un nombre fini d'étapes. Il y a, dans le cas des propositions contingentes, il y a une proportion vraie entre le concept du sujet et celui du prédicat qui correspond à la connexion réelle entre les deux, en quoi consiste la vérité. Donc il y a une proposition vraie, mais nous ne sommes pas en mesure de la déterminer de façon exacte en un nombre fini d'étapes. Vous voyez, par exemple, j'ai reproduit quelques extraits. Alors, le passage que j'ai traduit, donc, c'est celui qui se situe à peu près au milieu de la page, la omnis propositio vera universalis affirmativa sive necessaria, etc. Donc, toute proposition toute proposition vraie universelle, soit nécessaire, soit contingente, présente ce caractère qu'il y a une certaine connexion du prédicat avec le sujet, et assurément celles qui sont identiques, leur connexion est évidente, donc celles qui sont de la forme A état, B état, etc. Dans le cas de celle-là, la connexion du prédicat avec le sujet, est tout à fait évidente. Donc, et assurément celles qui sont identiques, leur connexion est évidente. Dans les autres, elle doit apparaître par l'analyse des termes. L'analyse des termes de la proposition a précisément pour but de faire apparaître cette connexion. Et arcano, et avec ce secret, on découvre la façon de distinguer entre vérité nécessaire et vérité contingente, qui ne sera pas comprise facilement par celui qui n'a pas une certaine teinture de mathématiques, à savoir que dans les propositions nécessaires, en continuant l'analyse jusqu'à un certain endroit, on en arrive à une égalité identique, et que c'est cela même qui, selon la rigueur géométrique, consiste à démontrer la vérité. Vous remarquez que Leibniz prend la précaution de dire que, pour comprendre exactement la nature de la solution qu'il propose pour le problème de la distinction entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes, il est bon d'avoir une certaine teinture de mathématiques. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas utilisé cette solution dans la correspondance avec Arnaud. Il ne se sert pas dans la correspondance
de ce type de réponse, alors qu'il lui accorde manifestement une très grande importance. C'est visiblement cette comparaison qui, pour lui, fournit, en fin de compte, la réponse adéquate au problème qu'il s'agissait de résoudre. Donc, dans le cas des propositions nécessaires, en continuant l'analyse jusqu'à un certain endroit, on en arrive à une égalité identique. Une égalité identique, ça peut vous sembler un pléonasme, mais une égalité identique, c'est une égalité du type 2 égale 2, tandis que 2 plus 2 égale 4, qui est aussi une égalité, n'est pas une égalité identique, ce n'est pas une identité explicite. Il est important de faire la distinction entre ces deux choses, pour la raison que, encore une fois, aux yeux de Leibniz, seules les identités formelles ou explicites peuvent prétendre avoir le statut d'axiome. Toutes les autres propositions devraient pouvoir, y compris un bon nombre d'axiomes que nous utilisons sans problème, toutes les autres propositions, donc, de cette sorte, devraient pouvoir être réduites à des identités explicites, si ce sont véritablement des vérités nécessaires. Donc, et c'est cela même, dit-il, qui, selon la rigueur géométrique, consiste à démontrer la vérité, mais dans les propositions contingentes, il y a une progression de l'analyse à l'infini par des raisons de raison, de telle sorte qu'on n'a jamais une démonstration complète, mais il y a néanmoins toujours une raison de la vérité, et il n'y a, pour la comprendre parfaitement, que Dieu, qui seul parcourt complètement, d'un coup de son esprit, littéralement uno mentis ictu, littéralement d'un coup de l'esprit, une série infinie. Donc il n'y a que lui qui peut effectuer ce genre d'opération. On peut, dit Leibniz, illustrer les choses par un exemple emprunté à la géométrie et au nombre. Alors voyez encore ce passage. Leibniz dit de même que dans les propositions nécessaires par l'analyse, excusez-moi, c'est tout en haut de la page, uti in propositionibus necessariis per continuum analysin, etc. De même que dans les propositions nécessaires par l'analyse continue du sujet et du prédicat, la chose peut être ramenée finalement à ceci qu'il apparaisse que la notion du prédicat est dans le sujet. De même, dans les nombres par l'analyse continue, par l'analyse continue de division alternée, on peut parvenir finalement à une commune mesure, mais de même que dans les incommensurables eux-mêmes, il y a aussi une proportion ou une comparaison, donc même dans ce cas-là, il y a bel et bien une proportion déterminée, il y a aussi une proportion ou une comparaison, bien que la résolution aille à l'infini et ne se termine jamais, comme il a été démontré par Euclide. De même, dans les propositions contingentes, il y a une connexion et relation des termes ou une vérité, même si elle ne peut être ramenée au principe de contradiction ou de nécessité par l'analyse en identique. Alors, j'ai reproduit encore donc, ce passage, un passage qui est assez éclairant de De Libertate, que vous trouvez, qui est traduit dans ce recueil de textes qui a été compilé par Jean-Baptiste Rosy. Alors, c'est pages 334 et 335. Vous avez le texte sous les yeux, donc ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 2, le deuxième paragraphe de la page de gauche, mais de même que dans certains cas, pour ce qui concerne les proportions, de même que dans certains cas, pour ce qui concerne les proportions, on parvient à épuiser l'analyse par une mesure commune, c'est-à-dire par une quantité dont la répétition mesure parfaitement les deux termes de la proportion, alors que dans d'autres cas, l'analyse peut être poursuivie à l'infini, comme lorsqu'on compare un nombre rationnel et un nombre sourd, c'est-à-dire un nombre irrationnel, ou encore le côté et la diagonale d'un carré. De même, les vérités sont tantôt démontrables, c'est-à-dire nécessaires, tantôt libres ou contingentes. Donc ça, c'est un des passages assez nombreux et dans lequel Leibniz parle de vérités libres, parle des vérités contingentes comme étant des vérités libres, et vous comprenez sans difficulté pourquoi, c'est parce que ce sont des vérités qui ont lieu, qui résultent de décisions libres qui ont été prises par Dieu lors de la création du monde, ou qui peuvent aussi dépendre évidemment de décisions libres venant de nous. Donc, de même, les vérités sont tantôt démontrables, c'est-à-dire nécessaires, tantôt libres ou contingentes, lorsqu'elles ne peuvent être ramenées par aucune analyse à l'identité qui serait comme leur commune mesure. Et tel est le critère essentiel de la distinction, aussi bien pour les proportions que pour les vérités. Cependant, les proportions incommensurables relèvent de la science géométrique et nous possédons aussi des démonstrations sur les séries infinies. Donc on a bel et bien des démonstrations concernant les proportions irrationnelles. De même, et mieux encore, les vérités contingentes, c'est-à-dire infinies, sont l'objet de la science de Dieu. Donc vous voyez, il les appelle des vérités infinies. Donc ces vérités-là sont l'objet de la science de Dieu,
par lequel elles sont connues, non certes par démonstration, ce qui serait contradictoire, mais par une vision infaillible. Là, c'est un des passages où il semble considérer qu'une démonstration infinie représenterait quelque chose qui contient une espèce de contradiction interne. Là, c'est un de ces moments dans lesquels il a l'air de considérer que ça fait partie de la définition même d'une démonstration que d'être finie. C'est ce qui l'amène à dire donc que les vérités contingentes sont connues de Dieu non certes par démonstration, ce qui serait contradictoire, mais par une vision infaillible. Or, la vision de Dieu ne doit en rien être conçue comme une espèce de science expérimentale, comme si ce qu'il voit se trouvait parmi des choses distinctes de lui, mais plutôt comme une connaissance a priori, procédant selon les raisons des vérités, dans la mesure où il voit les choses à partir de lui-même. Pour les choses possibles, il considère leur nature, mais il accède aussi aux choses existantes par la considération de sa volonté libre et de ses décrets. Le premier de ces décrets est d'agir en toute chose de la manière la plus parfaite et selon la suprême raison. Quant à la science qu'on appelle moyenne, elle n'est rien d'autre que la science des possibles contingents. Alors, deux remarques pour vous éclairer un peu ce passage qui, à la fin, vous apparaît peut-être un petit peu obscur. D'abord, Leibniz n'attribue à Dieu qu'une seule forme de connaissance. Il y a à ses yeux qu'une seule forme de connaissance qui est digne de Dieu, c'est la connaissance par les raisons, la connaissance complète par les raisons. Par conséquent, il ne faut surtout pas se représenter Dieu, il ne faut pas se représenter l'omniscience divine sur un modèle humain et essayer de voir en Dieu une espèce de, si vous voulez, de supervoyant ou de devin dont les prédictions sont toujours vérifiées. Leibniz récuse catégoriquement ce type de compréhension. En réalité, pour lui, toutes les fois que Dieu connaît quelque chose, et ça inclut la connaissance du futur, il s'agit de la connaissance par les raisons. Si on parle de vision, c'est à ça qu'il faut penser. C'est surtout pas une vision, un type de vision, un type de perception qui serait de près ou de loin comparable à celui que sont censés avoir les voyants. Si Dieu sait ce qui va se passer, ce n'est pas parce qu'il le voit dans ce sens-là. Il n'a aucun besoin de le voir dans ce sens-là, il le sait, et savoir veut dire en l'occurrence savoir par les raisons. J'aurai peut-être l'occasion de vous reparler de ça, si j'ai un peu de temps, parce qu'il est évidemment un point tout à fait important. Leibniz insiste sur le fait qu'il ne faut pas imaginer Dieu en train de contempler le futur dans une sorte de grand miroir dans lequel il voit les événements en train de se dérouler. Alors, ça, c'est une forme de connaissance qui serait une forme de connaissance expérimentale ou pire encore empirique ou quasi-empirique, dont Dieu, qui est tout à fait indigne de Dieu. Il n'est aucunement question, il n'y a peut-être aucune question de lui attribuer une forme de connaissance de cette sorte. Alors c'est ce qui vous explique l'allusion qui est faite à la fin de ce passage au problème de la science moyenne. Le problème de la science moyenne est un problème auquel je me suis intéressé d'assez près il y a déjà un certain nombre d'années. Le problème de la science moyenne vient de la difficulté suivante. Il y a des événements futurs, donc on peut appeler des futurs contingents, c'est-à-dire ce sont des événements futurs qui arriveront. On peut les appeler des futurs contingents absolus. Bon, ils arriveront, bel et bien, de toute façon. Et puis il y a ce qu'on peut appeler des futurs contingents conditionnés. Les futurs contingents conditionnés, ce sont des choses qui n'arriveront pas, mais qui arriveraient si certaines circonstances étaient réalisées. Et la question, évidemment, est comment est-ce que Dieu peut connaître la vérité aussi bien des futurs contingents absolus que des futurs contingents conditionnés. Dans le cas des futurs contingents, ce n'est pas trop difficile, je viens de donner la réponse, il la connaît, il n'a même pas besoin pour ça de contempler les événements futurs, le déroulement futur du monde, des événements du monde, dans une espèce de grand miroir. Donc il peut utiliser la connaissance, la seule forme de connaissance digne de lui, et la seule qui soit parfaite, qui est la connaissance complète par les raisons. Mais dans le cas des futurs conditionnés, ça peut sembler un petit peu plus compliqué. Comment peut-il savoir ce qui se serait passé si, c'est-à-dire comment peut-il avoir une connaissance de choses qui n'auront pas lieu, mais qui auraient lieu moyennant certaines conditions qui ne seront pas réalisées. Alors certains scolastiques contre lesquels il polémique assez régulièrement, ont cru nécessaire pour rendre compte de la connaissance que Dieu est censé avoir de la vérité des futurs contingents conditionnés, ont cru nécessaire de lui attribuer une troisième espèce de science, en plus de la science de vision et de la science de simple intelligence, qu'ils ont appelé la science moyenne. C'est ça qu'on appelle la science moyenne. La science moyenne, c'est le genre de science tout à fait spécifique et aux yeux de Leibniz à peu près inexplicable, dont Dieu est censé disposer pour pouvoir avoir une connaissance de la vérité des futurs contingents conditionnés, dans les cas, bien entendu, où ils sont vrais. Alors, le problème de la science moyenne, j'aimerais bien aimer pouvoir vous en parler un peu plus longuement, parce que c'est un problème fort intéressant,
qui a un intérêt qui n'est pas seulement historique, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, donc, c'est cette insistance avec laquelle Leibniz répète qu'encore une fois, dans le cas de Dieu, il n'y a qu'une seule et unique forme de connaissance, qui est la connaissance par les raisons, et il se trouve que Dieu a toujours les moyens, n'a besoin d'utiliser qu'un seul et unique moyen pour s'assurer de la vérité d'une proposition. C'est la connaissance complète par les raisons. Il n'a pas besoin d'utiliser comme nous la perception et l'expérience. Alors immédiatement, d'ailleurs, après le passage que vous avez sous les yeux, il y a un texte que j'ai aussi, qui m'est arrivé aussi de commenter assez longuement, que je vous recommande de lire parce que c'est peut-être ce qu'on peut trouver de plus éclairant sur la question dont je suis en train de vous parler. Leibniz se livre sur 2 colonnes à une comparaison systématique entre la vérité d'un côté et la proportion de l'autre, avec évidemment une insistance particulière sur la distinction qu'il essaie de faire entre d'un côté les vérités nécessaires et les vérités contingentes, et de l'autre les proportions rationnelles et les proportions irrationnelles. Donc il développe de façon systématique cette comparaison entre les deux choses. Alors, si vous avez envie de comprendre de façon peut-être un petit peu plus précise la nature de cette comparaison, voyez, vous trouverez des explications un peu plus concrètes dans le livre de Benson Mates. Bon, j'ai traduit 1 ou 2 passages pour essayer de vous rendre la chose un peu plus accessible. Mates dit ceci: l'analogie avec l'algorithme d'Euclide, tel que cet algorithme est conçu par Leibniz, peut être expliquée de façon un peu plus poussée. Supposons que A et B soient 2 nombres positifs ou 2 grandeurs, par exemple des segments de droite, A étant le plus grand. Dans ce cas, ou bien A et B sont commensurables, ou bien ils ne le sont pas. S'ils sont commensurables, c'est-à-dire s'il y a une commune mesure, un nombre rationnel C, tel que pour certains entiers P et Q, A égale PC et B égale QC, c'est-à-dire A contient C P fois et B contient C Q fois, donc s'il y a une commune mesure, alors l'algorithme d'Euclide, en un nombre fini d'étapes, nous donnera une commune mesure, en fait la plus grande commune mesure de cette sorte, et par conséquent nous donnera explicitement le rapport P sur Q exprimé dans les termes les plus réduits, c'est-à-dire il nous donnera une fraction complètement simplifiée, donc simplifiée au maximum. Exprimé donc dans les termes les plus réduits, le rapport exprimé dans les termes les plus réduits de A à B. Cela est supposé être analogue au cas dans lequel la proposition A et B est nécessaire. En un nombre fini d'étapes, nous analysons les concepts A et B jusqu'à ce que l'on trouve que les composants de B sont des composants de A. Si en revanche A et B sont incommensurables, l'algorithme d'Euclide va à l'infini, produisant une suite infinie qui converge vers le vrai rapport. Leibniz insiste sur le fait que dans ce cas-là également, il y a un rapport, même si les termes de la suite l'approchent seulement de plus en plus près. De la même façon, suggère-t-il, dans une vérité contingente, A et B, le concept B est effectivement contenu dans le concept A, mais l'analyse irait à l'infini. Voilà qui est susceptible de faire comprendre de façon un petit peu plus précise donc la légitimité de cette comparaison que Leibniz fait et sur laquelle il fonde manifestement de grands espoirs. Alors, un passage encore qui pourra vous être utile. Pour appliquer l'algorithme d'Euclide à 2 nombres ou grands, c'est toujours tiré du livre de Benson Mates. Pour appliquer l'algorithme d'Euclide à 2 nombres ou grandeurs A et B, A étant le plus grand, procédez de la façon suivante. Premièrement, soustrayez B de A autant de fois qu'il est possible, par exemple Q1 fois, laissant R1 comme reste, avec B plus grand que R1, plus grand ou égal à 0. Si R1, donc le premier reste, est encore plus grand que 0, soustrayez R1 de B autant de fois que possible, par exemple Q2 fois, laissant le reste R2, donc un deuxième reste, avec R1 plus grand que R2, plus grand ou égal à 0. Si le dernier reste obtenu, R2 est toujours plus grand que 0, soustrayez R2 de R1 autant de fois qu'il est possible, par exemple Q3 fois, laissant le reste R3 avec R2 plus grand que R3, plus grand ou égal à 0, et ainsi de suite. De cette façon, nous engendrons des nombres satisfaisant les égalités A égale Q1 que multiplie B plus R1, B égale Q2 que multiplie R1 plus R2, R1 égale Q3 que multiplie R2 plus R3, etc., jusqu'à N égale Qn plus 2 que multiplie Rn plus 1 plus Rn plus 2. Si l'un des restes est 0, supposez que Rn soit le premier
à être, dans ce cas, alors le reste obtenu immédiatement avant, hein, l'avant-dernier reste, alors Rn-1, où B, si n égale 1, sera la plus grande mesure, le plus grand diviseur, dénominateur commun de A et de B. Alors un exemple concret, parce que ça vous apparaît peut-être un petit peu abstrait. Alors, le premier exemple est un exemple de Leibniz lui-même. Hein. Supposons que nous ayons affaire à deux nombres, A et B, qui sont 17 et 5, hein, c'est-à-dire que A égale 17, B égale 5. On procède à la décomposition que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire 17 égale 3 que multiplie 5 plus 2, 5 égale 2 que multiplie 2 plus 1, c'est-à-dire vous divisez 17 par 5, 17 contient 3 fois 5, et avec en plus le reste 2, vous divisez ensuite le plus petit des deux nombres considérés, 5, par le reste obtenu. Vous apercevez que 5 contient 2 fois 2, hein, le reste en question, mais il y a à nouveau un reste qui est 1, et pour finir, 2 égale 2 que multiplie 1 plus 0. C'est très exactement ce genre de choses que Leibniz a en tête. Là-dessus, il n'y a aucun doute, mais ça n'a rien introduit de supplémentaire ou d'étranger par rapport à ce à quoi pense littéralement Leibniz. Alors dans ce cas, donc dans le cas des deux nombres 17 et 5, la plus grande commune mesure est 1, ce qui est évidemment tout à fait le résultat attendu, puisque les deux nombres concernés non seulement sont premiers entre eux, mais ils sont même premiers tout court, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Le plus grand diviseur commun est 1, et le rapport qui existe entre les deux est évidemment 17 sur 5. Alors un autre exemple un tout petit peu plus compliqué. Donc si A est 175 et B 121, on a 175 égale 8 que multiplie 21 plus 7 comme reste, 21 égale 3 que multiplie 7 plus 0. Et les choses s'arrêtent là, puisqu'on aboutit à un reste, donc on aboutit même assez rapidement à un reste qui est égal à 0. La plus grande mesure commune est 7 et le rapport est 25 sur 3. Alors vous voyez là-dessus un texte de Leibniz lui-même qui dit ceci, donc c'est dans les Mathematische Schriften, volume 7, page 23-24, soit donner deux droites qui sont comparées entre elles de toute manière, donc on les compare, quelles qu'elles soient, on décide de les comparer, hein, de voir ce que ça va donner, soit donner deux droites qui sont comparées entre elles de toute manière, par exemple que l'on soustrait la plus petite de la plus grande, autant de fois que cela peut se faire. C'est la même chose que dans ce que je viens de vous expliquer. Donc, on soustrait la plus petite de la plus grande autant de fois que cela peut se faire, et le reste à nouveau de la plus petite. Et de la même façon, une fois encore, le reste de ce qui a été soustrait autant de fois que cela peut se faire, jusqu'à ce que, ou bien il en résulte une exhaustion, une commune mesure existant avec la dernière soustraction, si les quantités sont commensurables, ou bien il y ait une loi de progression à l'infini si elles sont incommensurables. Et la série des nombres quotients sera la même quand la proportion est la même. C'est-à-dire qu'on obtient une série de nombres quotients qui correspondent de façon univoque à la proportion considérée. Et la série des nombres quotients sera la même quand la proportion est la même. Il est certain, n'est-ce pas, que si A est à B comme, donc la fraction que vous avez à gauche, hein, si A est à B comme 1 sur 1 plus 1 sur m plus 1 sur n plus 1 sur p plus, etc. Donc si A est à B comme cette fraction est à l'unité, L, M, M, P, etc. sera la série des nombres quotients. Donc vous obtenez une série de quotients. Par exemple, dit Leibniz, si A est 17 et B est 5, la série, plus exactement la suite des quotients, sera constituée uniquement des 3 LMP, donc vous obtenez une suite de 3 quotients LMP qui seront les nombres 3, 2, 2. Si A et B sont des parties d'une droite coupée selon le rapport d'extrême et moyenne raison, alors ce qu'on appelle le rapport d'extrême et de moyenne raison, c'est ce qu'on appelle aussi ce qui est désigné plus communément sous le nom de nombre d'or ou de section d'or. C'est le rapport qui existe lorsque vous avez affaire à une grandeur, par exemple un segment de droite, et que vous le coupez d'une manière telle que le rapport du segment entier est à la plus grande des parties ce que la plus grande des parties est à la plus petite. C'est-à-dire, si vous avez un segment de droite que vous divisez en deux parties A et B, A étant la plus grande et B la plus petite, donc c'est le genre de division que vous obtenez si vous effectuez la division de façon à ce qu'on obtienne le rapport que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire A plus B sur A est égal à A sur B.
Alors, donc, ça correspond à ce qu'on appelle le nombre d'or ou la section d'or, et c'est un nombre irrationnel dont la valeur exacte est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire le nombre 1,618, etc. Bon. Alors, Leibniz se prend assez régulièrement ce genre d'exemple. C'est un nombre qui, comme vous le savez, a eu une histoire prestigieuse et à laquelle on a attribué toutes sortes de propriétés, y compris des propriétés mystiques. Alors, Leibniz dit donc que si A et B sont des parties d'une droite qui est coupée de cette façon, c'est-à-dire selon le rapport d'extrême et de moyenne raison, A, le plus grand des deux nombres, sera AB le plus petit, comme la fraction que vous avez sous les yeux, 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus, etc. Donc A sera AB comme cette fraction, la fraction que vous avez sous les yeux, est à l'unité. Les quotients, dit-il, seront des unités, donc on aura comme quotient une suite d'unités et leur série ira à l'infini. Ainsi, deux droites quelconques, A et B, seront l'une par rapport à l'autre, comme 1 sur 1 plus M sur 2 plus N sur 4 plus P sur 8 plus Q sur 16 plus, etc. Si on pose que L, M, N, P, Q, etc. sont 0 ou 1, laquelle série a une fin ou est périodique lorsque les nombres sont commensurables. Donc je pense que vous voyez maintenant tout à fait clairement où Leibniz veut en venir. On pourrait dire que la démonstration parfaite qui effectuerait la réduction complète, même dans le cas où celle-ci est infinie, nous mettrait réellement sous les yeux la vérité, alors que la démonstration imparfaite nous démontre que la proposition est vraie, mais ne nous montre pas réellement sa vérité. Donc, on a bien une démonstration, et qui plus est une démonstration qui est obtenue en un nombre fini d'étapes, comme toute démonstration digne de ce nom, mais il peut sembler que c'est une démonstration qui n'est pas tout à fait aussi satisfaisante qu'une démonstration qui, en un nombre fini d'étapes, nous met véritablement sous les yeux la vérité, c'est-à-dire qui aboutit à une identité exacte. Le problème, enfin un des problèmes qui se pose est le suivant. Qu'est-ce qui nous empêche malgré tout de dire que nous pouvons nous-mêmes donner des propositions contingentes à défaut de démonstration parfaite, c'est-à-dire de réduction en un nombre fini d'étapes à des identités explicites? Qu'est-ce qui nous empêche de dire que nous pouvons donner d'elles des démonstrations qui correspondent à celles que nous sommes parfaitement capables de donner fréquemment pour les nombres irrationnels? Alors la réponse de Leibniz est que l'analogie qui existe entre le cas des vérités contingentes et celui des propositions irrationnelles se révèle justement boiteuse sur ce point. Ça, il reconnaît tout à fait les limites de l'analogie qu'il propose. Nous pouvons, dit-il, nous-mêmes démontrer qu'une certaine ligne s'approche perpétuellement d'une autre et que deux quantités sont égales, même dans les asymptotes, en montrant ce qui se passera aussi loin que l'on continue la progression. C'est pourquoi même les hommes pourront arriver à la certitude des vérités contingentes, mais il faut répondre qu'il y a assurément une similitude, mais pas une correspondance à tous égards. Donc il y a une certaine ressemblance, mais il y a aussi une différence majeure. Il y a une différence majeure, c'est que la théorie des proportions irrationnelles relève pleinement de la science mathématique, elle est complètement a priori, et on peut donc donner des démonstrations au sens propre du terme, qui sont a priori, sans avoir besoin de recourir de quelque façon que ce soit à l'expérience. On peut connaître donc un bon nombre de choses concernant les proportions irrationnelles. Malheureusement, en dépit de la similitude qu'il y a entre les deux choses, on n'a rien de tel. Leibniz le reconnaît clairement dans le cas des propositions contingentes. Dans leur cas, donc, la connaissance à laquelle nous sommes en mesure d'arriver dépend de façon essentielle de la perception et de l'expérience. Alors revenons maintenant sur ce que dit exactement le principe de raison suffisante. Puisqu'il énonce que toute proposition vraie peut être réduite à une identité explicite par une analyse finie ou par une analyse infinie qui transcende nos capacités, mais que Dieu peut effectuer, il signifie ce principe que toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est démontrable. Leibniz formule d'ailleurs le principe parfois explicitement de cette façon. Vous voyez par exemple ce passage où il dit « Rien n'est sans raison » ou encore « Il n'y a pas de proposition soulignée dans laquelle il n'y ait pas une certaine connexion du prédicat avec le sujet ou encore qui ne puisse pas être démontrée a priori. » Donc c'est un des passages où il identifie explicitement ces deux choses. C'est la même chose de dire que dans toute proposition vraie, il y a une certaine connexion du prédicat avec le sujet, et de dire que dans toute proposition vraie peut être démontrée a priori, c'est-à-dire peut être reconnue comme vraie par l'analyse des concepts, même si, encore une fois, nous ne pouvons pas
nous ne disposons pas de la capacité de faire ce genre de choses pour toutes les propositions, mais seulement pour les propositions nécessaires. Vous voyez que, du point de vue de Leibniz, toute proposition vraie est démontrable, sinon par nous, du moins par Dieu, à condition, encore une fois, d'accepter bien sûr un concept élargi de la démonstration, un concept plus étendu que le concept visuel de la démonstration. Par ailleurs, Leibniz n'a évidemment aucun doute sur la vérité de la proposition réciproque. Toute proposition démontrable est vraie. Ce n'est pas cette proposition-là qui fait des difficultés. On peut arriver à reconnaître sans trop de difficultés, à établir sans trop de difficultés que si tout ce que vous vous donnez comme axiome au départ sont des identités explicites, et si tout ce que vous utilisez comme règle d'inférence, il faut quand même utiliser des définitions, mais si tout ce que vous utilisez comme règle d'inférence, c'est la règle qui autorise à remplacer le défini par sa définition, étant donné que les axiomes que vous utilisez, qui sont des identités explicites, sont de toute évidence vrais, on peut démontrer sans trop de difficulté que la règle d'inférence que se donne Leibniz conserve la vérité. Donc toutes les propositions que vous réussirez à démontrer de cette façon seront des propositions vraies. Ce qui est beaucoup plus difficile à démontrer, c'est la proposition réciproque. C'est ce que Leibniz ne fait pas. Il ne démontre pas que toutes les propositions nécessaires, car il s'agit uniquement des propositions nécessaires, il ne démontre pas que toutes les propositions nécessaires sont effectivement démontrables à l'aide des seules ressources qu'il propose d'utiliser. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, bon, de ce manque, de l'absence de ce que nous appellerions une démonstration de complétude, il n'y a aucun doute pour Leibniz sur le fait qu'on peut légitimement affirmer l'existence d'une coïncidence complète entre la vérité et la démontrabilité, si du moins on accepte d'utiliser le concept si on prend le concept de démontrabilité au sens large. Et Leibniz dit ceci dans les propositions dans les propositions nécessaires, l'analyse étant continuée jusqu'à un certain point, on arrive à une égalité identique, equatio identica, c'est-à-dire une identité de l'espèce qu'il appelle formelle ou implicite. Donc dans les propositions nécessaires, l'analyse étant continuée jusqu'à un certain point, on arrive à une égalité identique, et cela même, à la rigueur géométrique, est démontrer la vérité. Mais dans les contingentes, il y a une progression de l'analyse à l'infini par des raisons de raison, de sorte que l'on n'a assurément jamais une démonstration parfaite, mais la raison de la vérité n'en demeure pas moins toujours. Elle n'est comprise parfaitement que de Dieu, qui seul parcourt entièrement une série infinie d'un coup de son esprit, d'un coup de l'esprit. J'avais déjà cité ces passages tout à l'heure. Alors si on se demande à présent d'où provient l'infini dans les raisons, et donc la contingence, la réponse est que c'est toujours de l'obligation de faire entrer en ligne de compte le principe du meilleur. Même pour Dieu, le principe du meilleur n'est pas nécessitant, il est même le principe de la contingence. On peut, malgré cela, être tout à fait certain que Dieu a choisi le meilleur, mais ce qui est certain n'est pas pour autant nécessaire. Comme nous venons de le voir, une proposition contingente fausse est une proposition que nous ne pouvons pas réduire à une contradiction explicite par une analyse finie. Et c'est à cela que se réduit pour Leibniz le fait que sa fausseté, bien qu'elle soit certaine et connue de Dieu a priori, n'est cependant pas nécessaire. Donc c'est une proposition qui est fausse, mais qui l'est d'une manière telle que nous ne pouvons pas la réduire par une analyse finie à une contradiction explicite. Mais elle n'en est pas moins, cette proposition contingente fausse, elle n'en est pas moins bel et bien, elle aussi, réductible à une contradiction explicite, bien que ce soit seulement par une analyse infinie. Leibniz dit que ce qui est affirmé par une proposition contingente vraie est assurément certain, mais pas nécessaire, parce qu'on ne peut jamais le ramener à une identique ou l'opposer à une contradictoire. Alors ça, c'est un des nombreux passages où il dit que les propositions de cette sorte donc, sont des propositions qui, même quand elles sont absolument certaines, et un bon nombre de propositions contingentes le sont, on n'a aucun doute sur leur vérité. Nous pouvons même, si la question est celle du degré de certitude, nous pouvons même être à peu près aussi certains de leur vérité que nous le sommes de celle de la vérité des propositions nécessaires. Mais ce qui fait que les propositions de cette sorte, qui sont contingentes, donc ne sont pas nécessaires, c'est qu'on ne peut jamais les ramener à des identités explicites ou les opposer à des contradictions explicites. Donc on a l'impression un peu fâcheuse que dans les situations de cette sorte, au fond,
Leibniz utilise une situation épistémique, savoir on ne peut pas démontrer que pour établir une chose qui en est indépendante, qui devrait en être indépendante, c'est-à-dire le fait que la proposition est contingente et non pas nécessaire. Bon, comme j'ai déjà insisté sur ce point, je ne vais pas y revenir davantage. Alors, ce qui se passe, c'est que bien que la proposition soit réductible à une identité explicite, donc dans le cas d'une vérité nécessaire, bien qu'elle soit réductible à une identité explicite, nous ne rencontrerons jamais celle-ci, puisque nous n'arriverons jamais au mieux dans la résolution qu'à des inégalités qui approchent de plus en plus l'égalité exacte. C'est ce qui permet à Leibniz de dire ceci: un point commun à toutes les vérités est, selon mon opinion, que l'on peut toujours rendre raison d'une proposition non identique, une raison nécessitante dans les nécessaires, une raison inclinante dans les contingentes. Donc on va réapparaître ce thème qui est si souvent apparent chez lui, la distinction à faire entre les raisons qui nécessitent et les raisons qui seulement inclinent. Dans l'analyse des propositions contingentes, on n'arrive jamais qu'à des raisons qui inclinent, dit-il, qui inclinent toujours plus et qui correspondent à des inégalités toujours plus réduites. Si on prend au sérieux la comparaison qu'il développe, donc les raisons qui inclinent sans nécessité sont à mettre en rapport avec des inégalités qui sont toujours plus réduites, qui se rapprochent toujours plus de l'identité, mais n'y arrivent jamais. Autrement dit, on ne parvient à aucun moment à la forme proprement nécessitante qui est celle de l'identité complète. Il y aurait nécessité complète si on réussissait à atteindre l'identité complète, si on réussissait à aller jusqu'à l'identité complète. Et tant qu'on a encore affaire à des inégalités, si vous voulez, aussi petites qu'on veut, c'est-à-dire qui s'écartent aussi peu que possible de l'identité complète, tant qu'on a encore affaire à des inégalités, pour ce qui concerne la théorie dans le cas de la théorie des proportions, on a affaire, pour ce qui concerne les vérités, à des raisons qui inclinent seulement et ne nécessitent pas. Encore une fois, visiblement, Leibniz met en rapport le fait de nécessité pour des raisons, il met en rapport ce fait avec l'identité complète, et lorsqu'on a affaire donc, à quelque chose de moins que l'identité complète, donc à une inégalité qui s'en écarte aussi peu que ce soit, on a corrélativement affaire, dans le cas des propositions, à des raisons qui sont simplement inclinantes, mais qui ne sont pas nécessitantes. Autrement dit, quel que soit le stade auquel on est parvenu dans la chaîne des raisons, s'agissant d'une proposition contingente, quel que soit le stade auquel on est parvenu dans la chaîne des raisons, on a toujours encore besoin de raison, c'est de cette façon qu'il s'exprime lui-même, on a toujours encore besoin de raison pour pouvoir affirmer que la vérité de la proposition s'ensuit nécessairement, et celle-ci pourrait par conséquent toujours encore être fausse, même si elle ne l'est pas dans les faits. Tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à l'identité, la proposition pourrait toujours encore être fausse parce que les raisons de sa vérité ne sont pas nécessitantes, ne sont pas encore nécessitantes. Elles ne deviendraient nécessitantes que si on était arrivé véritablement à l'identité. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans le cas des propositions contingentes qui entraient au monde moral, c'est-à-dire les raisons du Leibniz incline ne nécessitent pas, ce qui veut dire que si vous croyez avoir trouvé la raison qui fera que quelqu'un va agir immanquablement de telle ou telle façon, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait encore trouver la raison qui fait que cette raison agira dans le cas précis. Et puis une raison de cela, et ainsi de suite. Je crois que c'est à ce genre de choses que Leibniz pense quand il utilise, aussi bien en matière théorique qu'en matière pratique, puisqu'il le fait dans les deux cas, ce type de comparaison, entre des inégalités qui se rapprochent toujours plus de l'identité et des raisons qui se rapprochent toujours plus de la nécessitation, qui tendent à devenir nécessitantes, mais ne le deviennent en réalité jamais. Alors, après avoir dit ça, évidemment, on peut penser ce qu'on veut de ce que vaut la comparaison, mais en fait, je voulais essayer donc de la rendre un petit peu plus précise et un petit peu plus parlante. Alors, finalement, donc, ce genre de comparaison est ce qui permet à Leibniz d'affirmer qu'une proposition contingente vraie, telle qu'il l'a caractérisée, est bien, conformément à la notion usuelle de la contingence, une proposition qui, bien que vraie, pourrait néanmoins être fausse, alors qu'une proposition nécessaire vraie ne le pourrait pas.
pourrait toujours encore être fausse, puisque, encore une fois, on n'est pas en mesure d'arriver, de la mettre sous une forme qui rendrait impossible pour elle de devenir fausse. C'est-à-dire si on arrivait jusqu'à la... Si on pouvait, en un nombre fini d'étapes, lui donner la forme d'une identité explicite, alors là, on se retrouverait dans une situation dans laquelle il devient constitutivement impossible pour elle d'être fausse. Alors l'équivalence de la notion de vérité avec celle de démontrabilité implique une conséquence immédiate qui est importante, c'est que toute proposition est soit démontrable, soit réfutable. Je vous ai mis la chose par écrit. Donc toute proposition vraie est soit démontrable, soit réfutable. Ce n'est pas difficile à établir. En effet, pour toute proposition A est vrai ou A est faux, c'est le principe de bivalence. Autrement dit, en vertu de la définition de la négation, pour toute proposition A, donc A est vrai ou non A est vrai, et par conséquent A est démontrable ou non A est démontrable, puisque toute proposition qui est vraie est démontrable, donc A est vrai ou non A est vrai entraîne que A est démontrable ou non A est démontrable. Donc A est soit démontrable, soit réfutable. En outre, puisque réfuter A, c'est démontrer non A. En outre, la non-démontrabilité de A équivaut à la démontrabilité de non A, et la non-démontrabilité de non A à la démontrabilité de A. Pour toutes ces choses-là, je vous renvoie donc à ce texte si important, les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités, qui a été traduit dans ce recueil, qui est un texte vraiment fondamental. Donc, comme je viens de le dire, la non-démontrabilité de A équivaut à la démontrabilité de non A et la non-démontrabilité de non A à la démontrabilité de A. En effet, si A n'est pas démontrable, A est faux, toujours en raison de l'équivalence entre la notion de vérité et la notion de démontrabilité. Donc si A n'est pas démontrable, A est faux. Dans ce cas-là, non A est vrai et donc démontrable. Et si non A n'est pas démontrable, non A est faux. Dans ce cas-là, A est vrai et donc démontrable. Alors il résulte de ça des choses un peu surprenantes, dont Leibniz est conscient. Je voudrais vous en dire en terminant quelques mots. Alors de ce que nous venons de dire, il résulte que pour démontrer A, il suffit de démontrer qu'on ne peut pas démontrer non A, puisqu'on peut conclure de la non-démontrabilité de A à la vérité de A, la non-démontrabilité de non A à la vérité de A, puisque la non-démontrabilité de non A entraîne la démontrabilité de A et par conséquent sa vérité. Et pour démontrer A, il suffit de démontrer qu'on ne peut pas démontrer non A, et pour démontrer non A, il suffit de démontrer qu'on ne peut pas démontrer A. Étant donné la conception que Leibniz a de la nature de la vérité et de la fausseté, dire que toute proposition est soit vraie, soit fausse, revient à dire que toute proposition est réductible à une identité explicite, auquel cas sa négation est réductible à une contradiction explicite, ou réductible à une contradiction explicite, auquel cas sa négation est réductible à une identité explicite. Si donc je peux démontrer que l'analyse de A poussée aussi loin qu'on voudra ne fera jamais apparaître une contradiction, j'aurais démontré qu'on ne peut pas démontrer non A, puisque ce serait cela, démontrer non A, c'est-à-dire démontrer qu'on peut en un nombre fini d'étapes aboutir à une contradiction. Par conséquent, si je peux démontrer que l'analyse de A poussée aussi loin qu'on voudra ne fera jamais apparaître une contradiction, j'aurais démontré qu'on ne peut pas démontrer non A et donc démontrer A. Inversement, si j'ai démontré que l'analyse de A ne conduira jamais à une identité, j'aurais démontré qu'on ne peut pas démontrer A et donc démontrer non A. Donc ça fait partie des choses un peu surprenantes qui résultent de ce que dit Leibniz, et c'est ce qui explique la manière dont il définit finalement le vrai et le faux dans les recherches générales, donc sur l'analyse des notions et des vérités. Il dit ceci: je définis ainsi le vrai, génériquement parlant, verum in genere. A est vrai si, en mettant à la place de A sa valeur et en traitant à nouveau de la même façon que A tout ce qui entre dans la valeur de A, si du moins cela peut être fait, il n'apparaît jamais B et non B, c'est-à-dire qu'il n'apparaît jamais une contradiction. Autrement dit, donc s'il n'apparaît jamais une contradiction. Il résulte de cela que, pour que nous soyons certains de la vérité, il faut ou bien continuer la résolution jusqu'à des termes vrais en premier, ou du moins déjà traités par un tel processus,
ou dont il est établi qu'ils sont vrais, ou bien démontrer à partir de la progression même de la résolution, autrement dit à partir d'une relation générale entre les résolutions précédentes et la suivante, que jamais une telle chose n'apparaîtra aussi loin que l'on continue la résolution. C'est une chose dont il importe de se souvenir. De cette façon, en effet, nous pouvons souvent être dispensés d'une longue continuation, et il peut se faire que la résolution des lettres elle-même contienne quelque chose à propos des résolutions des suivantes, comme ici la résolution du vrai. Donc, dans certains cas, donc les cas favorables, on n'a pas besoin de pousser très loin la résolution parce qu'on a une idée très précise de la façon dont elle va continuer. Dans ces cas-là, il se peut qu'on arrive à résoudre le problème auquel on s'attaque de façon assez vite. Alors, en ce qui concerne le vrai, une chose que Leibniz souligne, c'est qu'une chose que l'on sait du vrai, c'est que son analyse ne peut conduire qu'à du vrai. Et du vrai, il ne peut suivre que du vrai, et on peut, dans les cas favorables, savoir aussi, souligne-t-il, ce genre de choses à propos de la résolution d'autres termes que le vrai, sans même que celle-ci ait besoin d'être poursuivie très longtemps. Alors la définition générale qu'il donne ici du vrai s'applique à la fois au vrai au sens usuel du terme et au possible. Et là, il y a une tendance dont je vous parlerai la prochaine fois, une tendance qui est elle aussi un peu, qui soulève, une tendance chez Leibniz qui soulève beaucoup de problèmes à vouloir à tout prix traiter de la même façon le cas de la vérité, dans la mesure où le cas de la vérité appliquée aux propositions et le cas de la possibilité appliquée aux termes non propositionnels. Dans les recherches générales et sur l'analyse des notions et des vérités, cette tendance est très très reconnaissable. Leibniz donc cherche à établir un parallélisme aussi strict que possible entre ces deux choses. La possibilité dans le cas des termes non propositionnels et la vérité dans le cas des termes propositionnels. Donc la possibilité dans le cas des termes incomplexes, comme il les appelle, c'est-à-dire les constituants des propositions, les sujets et les prédicats, et la vérité dans le cas des termes complexes, c'est-à-dire les termes propositionnels. Démontrer, alors que voudrait dire démontrer un terme incomplexe? Dans notre langage à nous, on ne parlerait pas de démontrer un terme non propositionnel, mais seulement de démontrer une proposition. Mais Leibniz, lui, s'exprime de cette façon. Il parle de démontrer un terme incomplexe, démontrer un terme incomplexe qu'il qualifie de vrai, mais parce qu'évidemment, il identifie dans le cas des termes incomplexes la possibilité avec la vérité. Si on veut démontrer un terme incomplexe, cela revient à établir que son analyse ne conduira jamais à une contradiction. C'est ça qu'on peut appeler démontrer un terme incomplexe, autrement dit démontrer sa possibilité. Mais pour démontrer une proposition vraie, il n'est pas toujours nécessaire de la ramener à des propositions vraies par soi. Il est suffisant et il peut être beaucoup plus commode de démontrer que son analyse, aussi loin qu'elle soit poussée, ne fera jamais apparaître aucune contradiction. Si on réussit à établir, quelquefois on y arrive assez rapidement, qu'en poussant l'analyse aussi loin qu'on veut, on n'aboutira jamais à une contradiction, mais on aura démontré la proposition, puisqu'on aura démontré qu'on ne peut pas démontrer la négation de la proposition. Si on a démontré qu'on ne peut pas démontrer la négation de la proposition, alors on a démontré la proposition. De façon générale, pour décider une proposition A, il n'est heureusement pas toujours nécessaire de pousser jusqu'au bout, ni même de pousser très loin l'analyse de A. Si on peut démontrer par un raisonnement sur le processus de décomposition progressive lui-même que l'on n'arrivera jamais à une identité explicite, on a du même coup démontré non A. Et si l'on peut démontrer que l'on n'arrivera jamais à une contradiction, on a du même coup démontré A. Alors Leibniz donne du faux une définition qui est symétrique de la précédente. Je définit comme le faux, génériquement parlant, falsum in genere, ce qui n'est pas vrai, ou encore ce qui contient des choses dans lesquelles apparaissent B et non B, c'est-à-dire des choses dans lesquelles apparaît un terme contradictoire. C'est pourquoi, pour qu'il soit établi que quelque chose est faux, il est nécessaire qu'il soit l'opposé du vrai, ou qu'il contienne l'opposé du vrai, ou qu'il contienne une contradiction, à savoir B et non B, ou que l'on démontre que, aussi loin que l'on continue la résolution, on ne peut pas démontrer qu'il est vrai. Mais à nouveau, donc si vous ne pouvez pas démontrer qu'une proposition est vraie, et même plus exactement, si vous pouvez démontrer qu'on ne peut pas démontrer qu'elle est vraie, vous aurez démontré qu'elle est fausse. Puisque la proposition vraie est, selon les termes de Leibniz,
celle qui coïncide avec AB, donc celle qui est équivalente avec AB et B, ou qui peut être réduite à AB et B, ça c'est la forme de la proposition vraie. La proposition vraie peut être caractérisée comme étant celle qui est équivalente à AB et B, ou comme étant celle qui peut être réduite à AB et B, ce qui signifie en vertu même de la notion de démonstration que la proposition vraie est celle qui est démontrable, la proposition fausse est celle qui ne coïncide pas avec AB et B. C'est-à-dire que, Leibniz le dit, une proposition fausse est la même chose qu'une proposition qui ne peut pas être démontrée. Et il dit que les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées par nous et sont par conséquent admises comme hypothèses. Alors là, bon, je ne vais peut-être quand même pas abuser outre mesure de votre patience. Juste une remarque en terminant. J'en ai pas tout à fait terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, nous avons encore un peu de temps pour essayer de le faire. Alors évidemment, vous êtes sûrement un peu choqués, comme on l'est la première fois qu'on lit ce genre d'affirmation. Une proposition fausse est la même chose qu'une proposition qui ne peut pas être démontrée. Parce qu'en matière contingente, il y a un bon nombre de propositions que nous ne sommes pas du tout en mesure de démontrer. Ça ne veut pas dire que nous nous autorisons pour autant à les considérer comme fausses. Donc il est assez difficile au premier abord d'accepter cette idée que toute proposition que nous sommes incapables de démontrer, et nous sommes incapables de démontrer la quasi-totalité je crois même qu'on peut dire la totalité des propositions contingentes, au sens propre du terme, au sens auquel Leibniz conçoit la démonstration, c'est-à-dire la réduction à des identités explicites. Donc une proposition fausse est la même chose qu'une proposition qui ne peut pas être démontrée. Bon, on a vu pourquoi. Et puis, alors il y a cette remarque assez intéressante, les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées par nous. Je crois qu'on peut dire qu'elles peuvent rarement, et même d'une certaine façon jamais, encore une fois, si on prend le terme de démonstration tout à fait au sens strict, les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées par nous et sont par conséquent admises comme hypothèses. C'est un des passages, il y en a quelques-uns, où Leibniz les présente comme des hypothèses et il semble dire au fond que les propositions de fait sont assez souvent, et peut-être même toujours, au fond, ont un statut qui est assez souvent, et même peut-être toujours, celui d'hypothèse. Alors une question qu'on peut se poser, j'y reviendrai dans les séances qui nous restent, il en reste 2 pour être précis, j'espère avoir l'occasion de revenir là-dessus parce que ça suggère une façon dont on pourrait traiter les propositions concernant le futur. Après tout, si je dis il y aura demain une bataille navale ou demain il n'y aura pas de bataille navale, pour prendre le fameux exemple d'Aristote, il est probable que Leibniz se considère qu'il faut les traiter comme des hypothèses. Nous n'en savons pas suffisamment actuellement pour les vérifier, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies ou fausses. C'est-à-dire, vous vous souvenez sans doute qu'Aristote a essayé de résoudre le problème en renonçant à appliquer le principe de bivalence aux propositions qui décrivent des événements futurs contingents. Par conséquent, on ne peut dire ni de la proposition il y aura demain une bataille navale, ni de la proposition il n'y aura pas de bataille navale demain, qu'elles sont vraies ou fausses. Le principe de bivalence, d'après lui, donc, ne s'applique pas aux propositions de cette sorte. Ce sont des propositions qui ne sont ni vraies ni fausses, elles le deviendront, le moment venu, l'une d'entre elles sera vraie et l'autre fausse. Je pense que Leibniz s'incline, je vous en dirai plus là-dessus bien sûr, mais Leibniz s'incline vers une solution qui pourrait être celle qui consiste à dire ce sont des propositions qui ont le statut d'hypothèse, et ce qui est impossible, ce n'est pas de leur attribuer une valeur de vérité, on peut tout à fait considérer qu'une de ces deux hypothèses est vraie, l'autre fausse. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de les vérifier en ce moment, parce que nous ne disposons pas des données qui permettraient en ce moment de les reconnaître comme étant vraies ou comme étant fausses. Autrement dit, on peut tout à fait conserver le principe de bivalence. Si on les considère comme des hypothèses, on dira une de ces deux hypothèses est vraie, l'autre est fausse. Mais en revanche, ce qu'on ne peut pas faire, rien ne nous interdit de dire, encore une fois, qu'une de ces deux propositions est vraie et l'autre fausse. Ce qui est impossible est seulement d'en apporter la vérification, simplement d'obtenir la vérification. Bon, je vous en dirai un peu plus dans la dernière séance sur ce point. Du moins, j'espère avoir encore assez de temps pour le faire. Je vous remercie de votre attention.